Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion concernant l'éthique et l'IA, à savoir quelques éléments à prendre en compte selon moi quand on veut commencer à utiliser de façon plus ou moins intensive l'intelligence artificielle dans la routine de son travail quotidien. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à dire que je suis plutôt technophile en général, mais que j'aime malgré tout réfléchir à cet usage des technologies. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même si j'aurais tendance à mettre en garde par rapport à certains aspects, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA ou il faut s'en empêcher pour telle ou telle raison, etc. Non. Selon moi, il y a toujours un équilibre à trouver entre les bénéfices qu'on va avoir de l'utilisation de cette IA. J'entendais ce matin que, à travers une chronique de Thomas Kunzik, qui est un auteur et chroniqueur belge, que notre secrétaire d'État avait dit que l'IA allait permettre de faire jusqu'à 30% d'économies dans les soins de santé. Bon, il est évident qu'à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de dire effectivement si ça va être le cas ou pas. Et d'ailleurs, petit truc, en général, quand on vous donne un chiffre de ce type-là, un pourcentage qui tombe comme par hasard juste, c'est rarement qu'il y a une étude hyper précise derrière. Néanmoins, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir des gains de productivité, mais à côté de ça, évidemment, l'IA, c'est pas quelque chose qui est ni gratuite, ni n'a aucun impact sur nos droits, sur nos données et sur l'écologie. C'est pourquoi, au niveau éthique et par rapport à l'usage de l'IA, je pense qu'il y a une réflexion à avoir justement sur ces quatre aspects, à savoir, et comme pour toute technologie, finalement, c'est la finalité qui va compter, et donc ce qu'on va en faire. Donc ça va être les cas d'usage qui vont déterminer en gros la position éthique à prendre, ou en tout cas l'équilibre à trouver entre les inconvénients et les avantages. Il y a un point de réflexion à avoir concernant les données et l'usage des données qui est fait de façon massive, comme vous le savez, dans l'intelligence artificielle. Alors un point qui me tient également à cœur, c'est l'aspect écologique derrière ça, parce qu'on a l'impression que le digital n'a pas ou peu de coûts écologiques, notamment coûts carbone, etc., alors que c'est faux. Et puis un autre élément qui est de plus en plus important, je pense, mais qui pourrait se jouer à différents niveaux avec l'intelligence artificielle, et qui est celui de l'inclusivité. Donc d'abord au niveau des usages. Évidemment, l'intelligence artificielle peut poser quelques questions en termes de démocratie, à savoir que, comme vous le savez d'ailleurs, elle est utilisée massivement dans des régimes qui sont très peu démocratiques, parce que justement, elles vont permettre une emprise assez grande sur la société tout entière, notamment par la reconnaissance faciale, par la reconnaissance donc, des personnes, par le suivi des personnes, par le suivi d'un grand nombre d'activités de tout ça. Donc, voilà, des questions à se poser évidemment en termes de sécurité par rapport à l'usage des données et en termes de vie privée. Également, tout ce qui pourrait être utilisé à travers des intelligences artificielles pour prévoir, par exemple, statistiquement les maladies que vous pourriez faire parce que vous avez été exposé à ceci, cela, etc. Avec de l'intelligence artificielle, ça va être beaucoup plus facile d'avoir ce type de modèle et donc ça peut avoir un impact très concret même sur, par exemple, nos assurances. Néanmoins, selon moi, il y a quand même des nuances à avoir en fonction des usages, justement. Voilà, et l'intelligence artificielle va également nous donner un accès à quelque chose de potentiellement plus intéressant, à savoir faire un certain nombre de choses plus rapidement, mais ça peut aussi nous donner des solutions en termes de traitement de données. Autre problème, évidemment, et là, en fait, c'est un problème qui est déjà présent, à savoir qui est l'usage de l'intelligence artificielle du côté plutôt criminel et en termes de désinformation, par exemple, puisque les deepfakes maintenant sont extrêmement faciles à réaliser, hein, c'est-à-dire de prendre l'apparence et même la voix d'une personne et de lui faire dire à peu près n'importe quoi. D'ici très peu de temps, on pourra la faire évoluer dans un décor, par exemple, vidéo totalement réaliste, alors que la personne n'a jamais ni fait ni été là. Donc l'usurpation d'identité peut être massive. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour mener des attaques et des intrusions dans des systèmes. La désinformation, bien sûr, et surtout en cette année de méga élections un peu partout dans le monde, 76 pays si j'ai bien entendu la dernière fois.
Mais du côté positif, l'intelligence artificielle peut également servir à cibler certains types de criminels et à pouvoir aussi prévoir des comportements qui peuvent être euh, du coup réprimés avant même qu'ils aient lieu. Alors là aussi, ça pose évidemment question si on va trop loin et qu'on arrive comme dans Minority Report, n'est-ce pas, finalement à non pas condamner, mais en tout cas empêcher la survenue d'actes qui n'auraient peut-être jamais eu lieu. Selon moi, il y a aussi un autre problème potentiel avec l'usage qui est l'aspect de discrimination et de renforcement des stéréotypes, mais j'en parlerai un peu plus, de façon plus détaillée par rapport à l'inclusivité. Et dans l'usage aussi, ça peut mener à une certaine forme d'isolement finalement quand la plupart de nos interlocuteurs sont des chatbots ou des IA. Donc, mais pour moi, derrière tout ça, la clé, et comme d'ailleurs très souvent, c'est l'éducation. Donc en fait, c'est un élément encore plus critique. On n'arrête pas de frapper sur ce clou-là, surtout quand on travaille dans le monde de l'éducation nous-mêmes. Mais il est clair que l'éducation aux médias fait encore défaut. Et maintenant, ça va devenir encore plus massif. Et les radicalisations, les grosses fractures qu'on voit dans pas mal de sociétés, surtout au niveau occidental, mais pas uniquement, viennent selon moi vraiment d'un problème d'éducation fondamentale, pas seulement l'éducation aux médias, mais une éducation scientifique de base et une éducation à l'esprit critique. Je pense que ça va être quelque chose de fondamental. Simplement, avec l'IA maintenant, ça devient juste une nécessité. Alors, éthique au niveau des données. Ben oui, là, les questions évidemment qu'on peut se poser, c'est la fameuse question du copyright, hein, c'est-à-dire c'est large language model, tous les modèles qui sont derrière l'IA ont été entraînés par, en général, des données qui n'ont pas toujours été obtenues de façon totalement légale, ou en tout cas avec l'approbation des auteurs de tout ce qui a été créé et qui se retrouve sur le net. Et puis ça pose la question du copyright, de la création par l'IA. Et donc derrière ça, il y a la récolte et le traitement des données qui va être de plus en plus encadré d'ailleurs. Il y a l'aspect de la confidentialité des données que vous pourriez mettre vous-même dans une IA. Donc attention, actuellement la plupart des modèles qui tournent sur des serveurs lointains, etc., sont américains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément soumis au GDPR, ou ils devraient l'être quand ils opèrent en Europe évidemment, mais il faudrait voir ce qui se passe. Et actuellement, quasiment tout ce que vous rentrez dans une IA, sauf quelques exceptions, est assez rares encore, et sur des serveurs très particuliers, etc. Donc tout ce que vous mettez dans vos prompts, dans vos demandes par rapport à l'IA, considérez que c'est public et que ça va être utilisé par les sociétés qui sont derrière le traitement de ces données et par donc ces IA qui vous répondent. D'ailleurs, mon principe est que tout ce qui se trouve sur un ordinateur connecté à Internet est considéré comme public. C'est aussi simple que ça. Alors, derrière ça aussi, toujours au niveau éthique, c'est quelles données ont été utilisées pour les entraînements des modèles, effectivement. Quelle est la fiabilité aussi de ces données? Peut-être que si elles ont été cherchées tous azimuts, il n'y a pas eu vraiment de contrôle d'exactitude derrière ça, et donc les réponses de l'IA vont être en conséquence, c'est-à-dire que si les données sont mauvaises à l'entrée, les données seront mauvaises à la sortie. Évidemment, il y a le problème de la boîte noire qui m'est cher aussi, hein. C'est un thème que j'aime beaucoup creuser et que je veux peut-être creuser par la suite d'ailleurs encore plus, pas dans cette présentation, mais dans une ultérieure, à savoir que dans les large language models, en fait, on arrive à un tel nombre de paramètres et à une telle complexité algorithmique qu'on est incapable de savoir les liens que l'IA a fait et qu'on est incapable de savoir comment ces données ont été liées entre elles dans cette forme d'intelligence donc, qui est celle de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi d'ailleurs, selon moi, il faut réfléchir plus que réfléchir, et l'IA Act dont on va parler l'introduit, à avoir toujours une forme de droit au traitement humain dans les communications entre tout service et entre tout service même sur la toile et nous-mêmes, donc avoir un droit à pouvoir passer par un traitement humain à un moment donné, et aussi le droit à la connaissance de ce qui a été fait par nos propres données, de ce qui est fait derrière. Donc voilà, grande question évidemment sur le copyright et sur les données en général. Et ça va être quelque chose de plus en plus fondamental. Et donc
Toujours qu'il faut garder à l'esprit quand on utilise l'IA, mais également quand on les entraîne en fait, et ce qu'on met dedans. Alors l'aspect écologique, c'est très simple. On a l'impression que c'est dématérialisé et que donc ça a très peu de coûts écologiques, mais dans une vidéo que je voyais récemment, Jean-Marc Jancovici du Shift Project expliquait que déjà actuellement le digital représente plus d'émissions carbone que tout le trafic routier mondial. Donc ça donne une idée quand même du coût derrière ça. Et il faut savoir que l'entraînement des modèles style ChatGPT 4 avec 175 milliards de paramètres dépense une énergie folle, surtout au moment de l'entraînement, mais encore après, au moment de l'usage. Alors je sais qu'on va maintenant vers des modèles qui sont un peu moins dépensiers en termes d'entraînement, mais par contre, alors survient un autre aspect qui est l'aspect du contexte, à savoir l'usage. Donc, par exemple, il y a eu la semaine passée l'annonce de l'arrivée de Gemini Pro avec un contexte de 1 million de tokens. Ça veut dire qu'on peut lui faire avaler jusqu'à 700 000 mots ou une vidéo entre 45 minutes et 1 heure et qui va pouvoir en tirer des données d'ailleurs assez précises. C'est impressionnant, mais pour envoyer votre vidéo d'1 heure et si vous le faites plusieurs fois, l'énergie dépensée pour tous ces transferts de données est quand même assez énorme, même si le modèle est lui-même un peu moins exigeant en termes de données. Le modèle qui est derrière Gemini Pro 1.5. Et puis, tous ces serveurs et tous ces processeurs Nvidia, etc., bon, c'est la seule marque que je cite, mais c'est pas pour en faire la pub, mais enfin, c'est le plus gros fournisseur actuellement. Tout ça nécessite en fait l'extraction de ressources très précises qui seront de plus en plus rares, donc de plus en plus chères, et l'extraction même n'est pas spécialement propre derrière. Et donc, pour moi, derrière chaque usage de technologie, on devrait se poser la question de la sobriété numérique, à savoir prendre la technologie la plus adaptée par rapport à ce qu'on veut faire et celle qui va être la moins écologiquement impactante pour en tirer un maximum de bénéfices par rapport au coût écologique. Autrement dit, il faut peser ses choix. Sur l'aspect de l'inclusivité, au niveau de l'accessibilité électronique pour les personnes malvoyantes, malentendantes ou bien ayant des problèmes de mobilité, etc. L'accessibilité numérique qui, dans le monde public, est devenue d'ailleurs une obligation, simplement, pour l'instant, beaucoup d'intelligence artificielle ne sont pas très accessibles dans la façon de dialoguer, ou en tout cas dans la façon de l'utiliser. Mais en même temps, l'usage de ces intelligences artificielles permet de rendre énormément de médias électroniques beaucoup plus accessibles. Si vous mettez un text-to-speech automatique via une IA, dans presque tous les sites, je suis sûr que très bientôt, on va pouvoir créer des lecteurs d'écran intégrés au site même, et où la personne ayant des problèmes de vision, par exemple, pourra choisir de lancer une forme de lecture et un pilotage du site directement à la voix, par exemple. À côté de ça, en termes d'inclusivité, je pense aussi à la fracture numérique. Le prompt engineering qui arrive, etc., l'art d'utiliser ces IA, savoir ce qu'il y a dedans, savoir ce qu'on y met, savoir ce qu'on y laisse en quelque sorte, ça devient aussi des compétences à la fois recherchées, mais qui nécessitent d'avoir un certain nombre d'abord de matériel, ses accès, parfois de l'argent, donc il y a la fracture financière derrière là aussi. Autre problème en termes d'inclusivité, comme vous le savez, les intelligences artificielles génératives, donc surtout les génératives, sont orientées vers, on va dire, une forme de standardisation, puisqu'elle va être alimentée et faire des liens dans tout ce qu'ils trouvent. Et donc, ils ont tendance actuellement à renforcer les stéréotypes. Alors, une conversation avec un spécialiste de ces algorithmes m'avait laissé entendre qu'en fait, on pourrait aussi créer des algorithmes qui, au contraire, déforcent les stéréotypes et vont les trouver pour créer justement de la surprise, pour créer de la décorrélation massive. Le problème, c'est que ces algorithmes-là vont forcément être moins précis dans un certain type de réponse. Donc si vous attendez une réponse un peu standard par rapport à une question, forcément, vous allez moins l'avoir avec un algorithme qui va vous créer des réflexions qui vont être en dehors de cette sphère-là. Donc voilà, on va être dans une tension entre l'ouverture et le renforcement des stéréotypes. Et comme je le disais, par contre, donc l'aspect positif que j'y vois, c'est toutes les assistances qui pourront être créées, physiques ou numériques, avec l'intelligence artificielle.
Alors, je vous rassure, je ne vais pas passer en revue tout le règlement, les actes qui a été approuvé par les 27 il y a quelques mois et sur lesquels ils sont toujours en train de plancher au niveau vraiment des détails, mais ils sont déjà assez avancés. Je pense qu'un des éléments, enfin les 8 aspects qu'il parcourt, donc c'est une classification des intelligences artificielles en fonction des risques qu'ils représentent pour la société ou pour les êtres humains. Avec forcément derrière des exigences plus élevées pour celles qui représentent des risques élevés, l'obligation d'expliquer quelle va être la gestion de ces risques et une mise en conformité par rapport à certains aspects, la protection des droits fondamentaux des utilisateurs et des données d'ailleurs derrière, donc avec une transparence, un droit à l'explication de ce qui est fait des données, la nécessité d'avoir une supervision et un audit régulier de ces IA, la nécessité de former et sensibiliser, un peu comme pour le GDPR, mais aussi, et c'est important, puisque l'Europe ayant tendance souvent à très fort réglementer pour le bien, pour la protection de ses citoyens, etc., mais parfois c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, dans la mesure où on doit aussi être capable de continuer à innover, et donc il y a tout un aspect sur l'innovation. Comme je vous le disais, pour moi, l'important c'est toujours l'équilibre risque-bénéfice. J'avais juste pointé un élément donc, dans la classification des systèmes, qui sont basés par la classification des systèmes d'IA sera basée sur des niveaux de risque, donc de totalement inacceptable. Par exemple parce que ça occasionne un gros risque pour la démocratie, à élevé, limité, puis très minimum. Et il est probable que les systèmes d'intelligence artificielle utilisés dans les RH en général, pas uniquement sur les aspects formation, apprendre et développer, etc., mais en RH en général, étant donné le caractère des données personnelles qui pourraient être utilisées, sera sans doute classé comme risque quand même élevé. Voilà, et donc par rapport à ça, eh bien, il y a des exigences pour les systèmes à risque élevé qui seront les exigences de transparence, qui seront les exigences d'avoir des données de haute qualité, et là c'est souvent, en tout cas dans certaines organisations que je connais, un gros défi, d'avoir une forme de documentation et d'enregistrement, un peu comme l'enregistrement et la documentation des traitements des données personnelles actuellement, et d'avoir une supervision humaine euh, par rapport à ces données-là. Et voilà en ce qui concerne ce que je voulais vous dire. Et voilà, je vous laisse débattre et réfléchir à tout ça.